de La Rochelle sur le sujet du bien-être et qualité de vie au travail. Et comme ça, on pourra rediscuter après de tout cela ensemble. Guillaume, tu es avec nous? Ouais, je suis là, il n'y a pas de Ok, problème. merci. Et merci encore, Nico. Et vas-y, Guillaume, la parole est à toi. Ok, ça marche. Alors, je vais juste partager mon écran. Hop. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça marche. Ça marche? Oui, oui, c'est bien. C'est bon, ouais, c'est cool. Alors, ouais, voilà, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Du coup, Guillaume Despat, je suis médecin aux urgences de La Rochelle et je suis également médecin du sommeil en libéral. C'est vrai que le sommeil dont on parlait tout à l'heure, ça m'intéresse particulièrement. Merci Mathieu de m'avoir sollicité pour ce beau challenge qui est le bien-être et la qualité de vie au travail. C'est vrai que ça peut amener pas mal de questionnements, d'interrogations, voire parfois de scepticisme. Mais c'est un sujet qui est particulièrement important dans la médecine d'urgence, on le sait. Comme le disait Nicolas, les services des urgences sont particulièrement confrontés aux risques psychosociaux, à la gestion des rythmes, l'intensité du temps de travail, les rythmes alternants, les difficultés relationnelles qu'on peut avoir au sein du service, avec les étages, parfois avec l'administration. Et ça, c'est vrai que je pense que les institutions publiques se sont vraiment emparées du sujet maintenant depuis une bonne dizaine d'années, ont publié pas mal de rapports sur les risques psychosociaux. Il y a eu un rapport Golag-Baudier en 2011, il y a eu l'ANACT aussi, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui ont publié les promesses de la qualité de vie au travail. L'HAS également en 2016. 2017 aussi, avec la prise en charge du syndrome d'épuisement professionnel, que certains appellent aussi le syndrome de la prise de conscience, qui est un terme, je trouve, beaucoup plus sympa. Le ministère du Travail qui a élaboré pas mal de plans de santé au travail également, et même dans les hôpitaux avec l'élaboration de commissions sur les qualités de vie au travail. Alors, pour imaginer un petit peu le sujet bien-être et qualité de vie au travail, je vais vous relater une petite anecdote pendant la première vague Covid. L'hôpital de La Rochelle avait mis en place des séances de massage. J'étais en période de régulation, il m'a proposé une petite session réflexologie massage que j'ai accepté. C'était un quart d'heure, c'était plutôt agréable. Bien installé. Une personne me faisait un petit massage du cuir chevelu avec une ambiance plutôt agréable, une musique douce. Et en fait, c'est assez drôle. Je me suis imaginé un peu dans la peau d'un bœuf de Kobe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le bœuf de Kobe. C'est une race bovine japonaise d'exception, hein, qui est une viande d'une qualité incroyable. En fait, avec un cahier des charges d'élevage très, très rigoureux. C'est des bœufs qu'on va masser avec des tiges de riz trempées dans du saké tous les jours pour avoir une tendresse et aussi une détente du bœuf. On peut leur mettre un casque avec de la musique douce, de la musique classique pour vraiment favoriser la détente, et on les nourrit avec des céréales à base de bière. Et je me suis dit, si jamais la masseuse me propose une bière, il vaut mieux que je me barre. Je pense que ça va pas le faire. En fait, je me suis simplement posé la finalité un petit peu de ce massage. Est-ce que ce massage, c'était du bien-être et de la qualité de vie dans mon travail? Pas forcément. Je pense que c'était un outil de bien-être, un outil de détente, et ça avait au moins cet avantage, c'est que, en effet, je me suis détendu pendant ce quart d'heure. Mais pour que ça s'intègre dans une réelle qualité de vie dans le travail, il faut que ça suive un process, une démarche qualitative. Et ça, c'est quand même bien différent. Donc c'est vrai que bien-être et qualité de vie au travail, j'aime pas trop ce terme, moi. Je trouve ça un peu galvaudé, un peu édulcoré. Et du coup, je vais vous parler d'un terme. J'ai fait quelques recherches. Je suis tombé sur le terme Ikigai. C'est un concept assez intéressant, toujours dans le pays du soleil levant.
ils sont plutôt pas mal, hein, les Japonais, même avec les micro-siestes hein, aussi, dont Arnaud, je crois, nous parlera tout à l'heure. Et c'est globalement une philosophie de vie japonaise qui consiste à globalement, alors Ikigai, ça veut dire Iki, la vie, et Gai qui vaut la peine. C'est globalement trouver son équilibre personnel. C'est souvent utilisé dans la région d'Okinawa, où globalement, les gens considèrent leur travail comme essentiel et globalement ne prennent pas leur retraite parce qu'ils estiment que ça fait partie de leur équilibre de vie. Et ça, c'est une chose particulièrement intéressante. On peut entendre parfois dans nos services des personnes dire « Oh là là, vivement la retraite, il me reste encore 3 ans ». Je trouve ça incroyable de dire ça et je trouve ça triste en fait, parce que ça doit être particulièrement dur à supporter. Donc l'idée, ça va être finalement de trouver son propre ikigai au sein de notre exercice, en fait, au sein de notre vie. L'ikigai, en fait, ça peut s'imager comme ça. C'est au centre de 4 cercles. Ce que j'aime, ce dans quoi je suis doué, ce pourquoi je suis payé et ce dont le monde a besoin. Ça permet globalement de faire une fiche personnelle sur sa vie, les choses qu'on a envie de faire, les choses qu'on doit faire et les choses qui nous rendent heureux. Si on le met en pratique, ça va donner très schématiquement ce genre de choses. C'est trouver sa place entre sa profession, le métier de professionnel de santé au sein des urgences, ma propre santé et ma vie de famille, ma vie sociale, mes loisirs. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de détailler un petit peu ces différents cercles pour identifier un peu les différents éléments qui constituent ma profession, voir si j'en tire des avantages, si c'est des avantages forts, modérés ou légers, des bénéfices, ou alors des contraintes fortes, modérées et légères. Et le tout, ça va être d'identifier un petit peu toutes ces choses pour voir un petit peu ce qui me coûte, ce qui me plaît, et voir si je peux améliorer des choses au sein de mon boulot. On va commencer par ma profession, ma vie professionnelle. Tout d'abord, mon lien avec l'administration. Mon lien avec l'administration, ça va déjà être de base mon embauche, mon contrat de travail, des choses toutes simples. Est-ce que mon ancienneté a été reprise? Est-ce que je me sens lésé dans mon embauche ou pas? Ensuite, la gestion de ma carrière, l'évolution d'année en année, on va modifier un petit peu les choses dont on a envie. Et c'est globalement le suivi, par exemple, avec les cadres, avec le bilan annuel de compétences, voire un petit peu la notation, les fameuses notations là, des paramédicaux. Chose qu'on pourrait faire également hein, dans les services d'urgence, les médecins, je ne sais pas si dans vos services d'urgence, il y a une évaluation annuelle avec le responsable de service pour voir un peu comment les gens se sentent, vers quoi ils veulent tendre, qu'est-ce qui leur plaît, et pour assurer finalement un suivi et un suivi également motivationnel. Et ensuite, il y a la partie un petit peu égalité des chances. Comme Nicolas le disait, c'est vrai que les femmes sont peut-être un peu moins garnies dans le sens où elles vont avoir en effet la grossesse, l'enfant en bas âge, leur carrière va être un peu assurée, interrompue. Donc, c'est vrai que ça a un peu freiné leur carrière. Donc ça, c'est les choses déjà qui sont importantes. Et le relationnel aussi avec l'administration. Ensuite, il y a la partie en lien avec mon propre exercice, mon métier. Et on va pouvoir détailler globalement trois éléments. Mon environnement de travail, qui globalement est les conditions de travail, le contenu de mon travail et ensuite la capacité qui m'est offerte à m'exprimer et à agir. Donc, on va commencer par mon environnement de travail, mes conditions de travail. Donc là, ça fait vraiment écho aux risques psychosociaux hein, dont on parlait tout à l'heure, avec globalement mon temps de travail, est-ce que je fais beaucoup de temps additionnel ou pas, l'intensité de mon temps de travail, l'alternance des rythmes, le travail de nuit, ma récupération, mes relations aux autres, donc au sein de mon équipe, au sein de mon service, avec les étages, l'administration, comme je vous disais tout à l'heure.
mais ça concerne également mon lieu de travail. Est-ce que mon lieu de travail est adapté? Est-ce que je m'y sens en sécurité? On parlait tout à l'heure des agents de sécurité. Je pense que ça peut être en effet une bonne solution. Est-ce que mon service d'urgence, c'est un peu comme un moulin, tout le monde peut y rentrer comme il veut? Alors, je pense que le Covid a un peu modifié tout ça et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça peut être également mon poste de travail, mon bureau, mon outil informatique. Est-ce que mon logiciel est adapté? Est-ce que c'est franchement pénible? Je suis obligé de passer 5 minutes par prescription parce que j'arrive pas à juste prescrire du paracétamol. Les claviers, je sais que nous, on a à La Rochelle, par exemple, des petites housses lavables de clavier. Et quand on appuie sur une touche, ça fait, par exemple, si on appuie sur un E, ça va faire 3 E. Enfin, on perd un temps considérable avec ce genre de choses. C'est des choses qui sont assez simples, qui peuvent être modifiées et qui enlèvent une certaine irritation. Ça peut être aussi la technicité dans les services, avoir une certaine polyvalence qui peut parfois gêner certains, occasionner un certain stress, tout ce qui est mode organisationnel. Et donc ça, eh bien, je pense qu'il faut développer des réelles stratégies d'empowerment. C'est globalement s'autonomiser en fait sur son évaluation. On parlait des psychologues au travail tout à l'heure. C'est vrai que je ne suis pas certain que les psychologues de travail puissent faire grand-chose, dans le sens où déjà, on n'a pas forcément l'habitude de travailler avec elles. Donc, soit il faut les intégrer vraiment dans les staffs pour qu'elles soient là au quotidien et qu'elles fassent partie à part entière de l'équipe et qu'on puisse plus facilement aller vers elles, qu'elles s'imprègnent aussi du milieu de l'urgence. Ou alors, je sais que dans certains hôpitaux, ils développent des petits groupes de personnel un peu formés aux risques psychosociaux et qui vont permettre d'identifier certaines personnes en difficulté, qui vont modifier un peu leur comportement, qui vont un peu s'isoler, qui vont devenir un peu cyniques, un peu détachés, avoir une certaine dépersonnalisation. Et donc, ça va permettre de les identifier et d'aller vers eux pour voir un petit peu avec la personne, ce qui ne va pas. Ça peut être également s'auto-évaluer de manière périodique et régulière par des échelles. Là, des échelles de MBI, c'est le Maslach Burnout Inventory, qui globalement, il y a 3 chapitres. On évalue l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel. Donc ça, c'est des échelles dont on peut se servir simplement et tout seul pour évaluer un petit peu son bien-être, voir un petit peu comment on est, est-ce qu'on est par période un peu moins bien, ça permet de nous alerter. Donc ça peut être des choses assez simples à faire et à mettre en place. Ensuite, on peut parler donc des capacités qu'on nous offre à s'exprimer et à agir. Donc ça peut se faire de manière participative, comme on a certains staffs aux urgences pour parler de certains problèmes, toutes catégories confondues, pour en effet résoudre des problèmes ou amener des débats sur notre travail. Ça, il y en a régulièrement, c'est plutôt positif. Mais ça peut être aussi des soutiens de collectifs avec des solidarités métiers. Ça peut être aussi des rencontres entre infirmiers ou aides-soignants qui vont faire émerger des problèmes et essayer de les résoudre à leur niveau pour ensuite porter ce problème, le résoudre et amener une meilleure efficience pour la prise en charge du patient. Et ça va aller plus vers une démarche un peu transversale plutôt que verticale où globalement le médecin décide un peu des choses et puis après le reste découle. Là, ça serait plus sur une vision un peu transversale où chacun pourrait s'approprier un peu les problématiques de service pour essayer de les résoudre à leur niveau. Et bien entendu, ça implique également le soutien managérial dont Yann Dubien parlait. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. C'est du soutien et de l'activisme managérial. Donc, ça peut être des cadres de santé. Après, ça peut être au niveau de l'administration également pour porter les projets et défendre un petit peu
tous ces travails en équipe, en fait. On peut parler aussi du contenu de notre travail, voir un petit peu, faire une fiche détaillée sur, par exemple, des valeurs importantes comme l'autonomie dans son travail. Est-ce que j'ai possibilité d'organiser ma journée comme je l'entends, faire des pauses à peu près quand je veux? Est-ce que je peux aller manger à des heures à peu près acceptables? On y reviendra aussi. Pour les paramètres, choisir les moyens de choisir les soins adaptés aux patients. Par exemple, on a un protocole en effet douleur. L'infirmière ne va pas être obligée d'attendre le médecin pour traiter et soulager le patient. Elle va avoir une certaine autonomie dans le traitement de la douleur. Ça va permettre d'apporter un sentiment de maîtrise en fait, aux professionnels de santé. Il y a également la valeur du travail. La valeur du travail, je pense qu'on est tous satisfaits de cette valeur du travail. On a clairement un sentiment, en règle générale, d'utilité. On l'a vu aussi pendant le Covid. C'est des périodes qui sont difficiles, mais qui sont également qui sont gratifiantes. Enfin, on essaie de se réorganiser pour apporter des soins à la population, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable. Il y a également le travail apprenant. Le professionnel de santé aux urgences va apprendre énormément d'un point de vue relationnel. On va être obligé de savoir communiquer. Donc, en effet, comme disait Arnaud, ça ne sert à rien d'aller forcément contre le patient qui est un peu agacé. Il vaut mieux aller dans son sens en disant bah, je vous comprends. Enfin, je pense que j'aurais été aussi agacé à votre place. Et ça permet souvent de couper court un petit peu à cette violence verbale ou à cette violence verbale. La gestion émotionnelle, hein, ça c'est quelque chose qui est très prégnant aux urgences. Faire face à la souffrance, à la détresse humaine, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Pendant nos études, on nous apprend la juste distance, la bonne distance à avoir avec le patient. Et ça, c'est vrai que souvent, quand on débute, cette juste distance, elle n'est pas évidente à trouver. Des gens qui vont être trop dans l'empathie vont souvent se donner un peu trop et être peut-être plus sujets à faire un burn-out, hein, comme on disait, des personnes qui sont trop rigoureuses dans leur travail, qui ont des difficultés à adapter leurs soins en fonction de leur état d'humeur. Bah ça, c'est aussi, ça peut être très coûteux. Physiquement, avec en effet le travail de nuit, comment est-ce que chacun récupère d'une nuit de garde si globalement vous avez une nuit très compliquée, eh bien, il va falloir quand même le lendemain trouver le moyen de récupérer en gérant aussi vos obligations familiales, sociales. Et ça, c'est pas toujours facile. Et je pense d'ailleurs qu'on est souvent tous un peu endettés en sommeil. Il y a des études assez intéressantes sur le travail de nuit. Globalement, les gens qui travaillent de nuit dorment environ 1h15 de moins qu'un travailleur classique de journée. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question du burn-out et de la dette de sommeil. Hein. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait tant de burn-out que ça, mais je pense qu'il y a par contre énormément de personnes endettées en termes de sommeil qui ne se rapprochent pas suffisamment de leurs besoins de sommeil. Et ça, je pense que c'est une catastrophe pour les professionnels de santé, notamment aux urgences. Donc oui, c'est un travail apprenant qui est coûteux, mais on apprend vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un travail intéressant. Et ensuite, le travail complet, c'est globalement maîtriser un petit peu du début jusqu'à la fin pour voir un peu les résultats de son soin. Donc ça, c'est finalement assez important. Et je pense qu'en tant que médecin, on se doit aussi de prendre des nouvelles de nos patients dans les étages, pour des patients graves qui vont en réa, soit en continu, bref, pour voir et pouvoir relater aux équipes les effets de nos soins, en fait, pour trouver
de la satisfaction, en fait, avoir pris correctement ou pas notre patient. Ça peut passer également par les bilans annuels de service pour relater un peu les stats. Ouais, ça a été une année difficile, mais on a vu par exemple 5% de plus de passages aux urgences. On a pris tant de patients pour les filières AVC, par exemple, les filières thrombolyse. En termes de temps, voilà à peu près la moyenne de temps qu'on a pris pour gérer notre patient aux urgences, par exemple, le temps entre le moment où arrive le patient aux urgences et le moment où il va aller en UNV, par exemple, ça peut être des repères assez intéressants. Et donc ça va permettre de piloter sa performance. Et ça, c'est à mon avis aussi essentiel pour les soignants. C'est avoir un retour sur leurs soins. Ensuite, il va y avoir globalement ma santé, la santé de chacun. Et un professionnel de santé, pour bien réaliser ses soins, mais il faut être aussi en bonne santé, se sentir bien dans sa peau. Et donc, ça nécessite globalement de se considérer, à mon avis, comme des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a énormément de contraintes dans notre travail. Eh bien, il va falloir s'appliquer le plus possible des règles d'hygiène, des règles de repos pour minimiser finalement les effets délétères de notre métier. On sait que les travailleurs de nuit sont des populations à risque au niveau cardiovasculaire. On a entre 1,1 et 1,4 fois plus de risques que la population en général. Les risques de surpoids, le travail de nuit, on sait tous qu'on va sortir des bonbons, il y a tout le temps des sucreries pendant les nuits, ça nous permet de nous donner un petit coup de peps, libérer un peu de dopamine et d'avoir du plaisir un petit peu, de nous délivrer un peu de plaisir. Et donc, je pense que la médecine du travail a un rôle essentiel dans notre suivi, rôle qui reste à redéfinir à mon avis, parce que c'est vrai que je trouve pas que la médecine du travail actuellement soit satisfaisante dans le suivi des professionnels de santé. Une question intéressante à se poser aussi, c'est combien d'entre nous, alors là je parle pour les médecins, ont un médecin traitant. Ça c'est une chose assez intéressante à savoir. Je pense que finalement moins de la moitié, moins de 50% ont un médecin traitant. Et c'est pourtant, à mon avis, assez important en termes de prévention, de suivi, aussi d'évaluation psychologique. Ça peut être aussi notre médecin traitant. Donc, je pense que parfois, on peut se sentir un petit peu au-dessus des lois physiques, émotionnelles, psychologiques. Et parfois, on se fait un peu rattraper par le burn-out parce qu'on n'a pas su voir à temps. Donc, dans cette vision un peu élitiste, il faut absolument réussir à avoir une alimentation, vous le savez, variée, équilibrée, mais au sein de notre profession, avoir à peu près une alimentation à horaire régulier. En fait, si vous voulez, on a tous une horloge biologique qui va être un petit peu perturbée par nos rythmes alternants, qui va des fois fragmenter, déstructurer un petit peu notre sommeil. Et l'alimentation, c'est ce qu'on appelle un peu un Zeitgeber, c'est un donneur de temps. C'est ce qui va permettre de synchroniser notre horloge biologique, tout comme notre activité physique. La lumière également a un rôle très important. Et dans les locaux des urgences, souvent, on est en sous-sol, il n'y a pas réellement de fenêtre. Donc c'est vrai que notre horloge biologique va être particulièrement déconnecté en fait de par cette absence de lumière. On va se retrouver dans une sorte de no man's land où on va plus savoir exactement, notre horloge biologique va plus savoir exactement quel moment de la journée on est en fait. Donc la récupération, je vais peut-être pas m'appesantir dessus puisqu'Arnaud va en parler, mais c'est à mon avis un thème essentiel
pour les travailleurs de nuit. Et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc, en effet, comme disait Nicolas Péchanski, la famille, la vie sociale, les loisirs, c'est hyper important. C'est, je vous rappelle, trouver son ikigai, c'est-à-dire son juste équilibre entre sa profession et l'impact que ça a sur notre vie de famille. Donc, c'est vraiment à préserver le plus possible parce que ça va permettre de nous recharger, au moins mentalement, de nous donner du plaisir. Et par exemple, c'est des petites choses toutes bêtes, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp de travail, maintenant peuvent s'insinuer dans notre vie de famille, hein, parce que c'est des choses, des infos qu'on a en permanence et en direct. Et donc, ça peut interrompre, par exemple, une partie de jeu avec des enfants, ça peut interrompre une discussion, on va répondre vite fait à nos collègues de travail pour un échange de garde, bref. Et ça, je pense qu'il faut réussir à gérer notre vie familiale en la protégeant et en se donnant éventuellement un temps de réponse à ces groupes, mais en dehors de ce temps prévu, essayer le plus possible de ne pas y répondre en fait. Donc, en conclusion, c'est vrai que on peut tous, le bien-être et la qualité de vie au travail, je pense il faut absolument s'autonomiser dans sa qualité de vie au travail. C'est globalement réaliser une fiche assez détaillée sur les choses qu'on aime dans notre métier et les contraintes qu'on a. Chacun va avoir des contraintes différentes, des contraintes ressenties différentes. Et ces contraintes, il va falloir qu'on les classe, par exemple, de contraintes fortes, modérées ou légères. Et voir à chaque niveau comment est-ce qu'on pourrait les améliorer au niveau individuel ou alors par l'élaboration de groupes pour faire avancer les choses. Mais est-ce qu'il faut attendre forcément de l'administration une qualité de vie au travail? Je pense qu'il ne faut pas raisonner de manière passive et il faut se rendre acteur de sa propre qualité de vie, faire le bilan. Et comme Aristote disait, la connaissance de soi est le commencement de toute sagesse. Et travailler au dialogue, bien sûr, institutionnel, car le plaisir dans le travail, mais la perfection dans le travail, comme le disait Yann Dubien également. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Merci Guillaume. Ok, j'essaie de regarder. Alors, il y en a qui se plaignent en disant qu'il n'y a plus beaucoup de médecine de travail dans les établissements et d'autres qui font leur promotion en essayant de les récupérer en disant qu'ils ont une médecine de travail dans leur établissement. Donc, en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Guillaume? Alors, Guillaume, j'ai vu alors, je ne sais plus, je n'ai pas retenu le nom de la philosophie, la sagesse japonaise. Ikigai. Mais néanmoins, dans cette sagesse japonaise, il y avait 3 jeux et un seul, la communauté. En fait, finalement, on donnait beaucoup d'importance aux jeux, mais pas du tout à la communauté de personnes. Et donc, je sais que moi, je me dis qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre les deux et qu'on se sente, en fait, à travers la communauté aussi. Et je pense que dans la philosophie, tout à l'heure, Nicolas, il a parlé d'être un être de bonté. Et je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait quand même en permanence mettre dans la balance sa vie individuelle, mais aussi au profit de quelque chose qui est plus grand et qui est pour les malades, etc. Tout ça. Et donc, je pense que ça, on a la chance en plus d'avoir un travail qui nous permet en fait de pouvoir voir ça. Et que, voilà, je dirais qu'il faudrait pratiquement que ça soit moite-moite entre le jeu et puis ce qu'on offre aux autres. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est important de se connaître personnellement pour après œuvrer pour un groupe aussi, ne pas se perdre. Et en effet, dans la philosophie Ikigai, c'est aussi ce qui est bon pour le monde. Donc, il y a aussi cette relation bien à autrui. Et ça, je pense que quand on est dans un métier du care, on participe largement au bienfait de la population générale. On les soigne, c'est quand même quelque chose d'incroyable et c'est vraiment un don de soi. Donc, c'est vrai qu'on est une population, les soignants, empathique. Et ça, c'est ben,
c'est quelque chose de très gratifiant. Et ça, c'est quelque chose d'incroyablement gratifiant. Et d'autre part, tu disais que par rapport à notre horloge biologique, par rapport à l'alimentation, mais c'est en dehors de temps de travail, parce que souvent, quand on est de garde, etc., c'est difficile de pouvoir avoir ce timing pour s'alimenter régulièrement. Est-ce qu'il y a il y a des techniques pour améliorer ça au sein de nos services, ou est-ce que ce que tu disais, c'était plutôt d'avoir comme un sportif au long cours, avoir quand même être vigilant là-dessus? Alors, je pense qu'en effet, dans nos services, on a des contraintes en fonction des patients qui vont arriver au sein des urgences. Euh, Après, je pense qu'on va toujours essayer de terminer un patient avant d'aller manger. Puis en fait, on va terminer le patient. Puis en fait, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Puis on va se dire, bon, attends, je finis ça. Et puis après, je vais y retourner. Je pense qu'il faut essayer de ne pas manger à 3 heures de l'après-midi, par exemple. Ça, je pense que à part s'il y a un gros déchoc qui arrive, mais ça, je pense que c'est quand même assez rare. Donc, il faut s'obliger, c'est aussi s'obliger à changer un peu sa vision des choses pour essayer de manger à des horaires à peu près normales et aussi permettre aux internes d'aller manger à des horaires normales par ce biais-là. Donc, c'est s'obliger quand même à aller manger à des horaires réguliers, pas aller manger à minuit, 1 heure du matin, ni à 3 heures de l'après-midi. Ça, je pense qu'on peut le modifier à peu près simplement en se disant, voilà, si vraiment il sort dans les 5 minutes, je vais le faire sortir, mon patient, mais si c'est dans la demi-heure, je vais aller manger, je vais prendre le temps d'aller manger, et puis je le ferai sortir. Ou alors, on délègue, c'est-à-dire qu'il y a les internes aussi, on cadre le patient, on va déléguer à l'interne pour qu'il puisse faire sortir le patient et qu'on puisse aller manger à un horaire à peu près. Et ça, c'est quand même assez important parce que c'est vraiment des synchroniseurs de temps pour l'horloge biologique, ouais. Tout comme la lumière qui est le principal synchroniseur de son horloge biologique. Donc c'est vrai que il faut essayer le plus possible d'avoir une régularité dans notre monde des urgences qui est quand même très irrégulier. Et, et donc voilà. Ok, une dernière question, parce que du coup, on me dit que je suis en train de ne pas être modérateur du temps. Donc, c'est par rapport à WhatsApp. Tu avais dit WhatsApp, et puis je vois aussi les messageries professionnelles. Et c'est vrai que ça, c'est terrible finalement, parce qu'on reçoit en permanence et 24 heures sur 24 des messages. Et difficile parfois de faire abstraction, parce que quand on revient, du coup, en fait, ça s'accumule. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Est-ce qu'il faudrait que ça soit comme dans d'autres entreprises où carrément c'est interdit d'envoyer par exemple des mails de telle heure à telle heure? Qu'est-ce que tu en Alors, penses? c'est ça, c'est que globalement, maintenant, il n'y a plus de contrainte de temps. Donc, si on est en garde, on va pouvoir éventuellement envoyer un mail à 2 heures du matin parce qu'on pense à quelque chose et puis que ça nous évitera de l'envoyer le lendemain. Euh, Ça, est-ce qu'on pourra le modifier? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on peut peut-être s'obliger à s'impartir un temps pour la lecture de ces mails et de ces réseaux sociaux. Par exemple, se dire, je vais, pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vais prendre le temps ou une demi-heure de répondre à mes mails dans la soirée, dans l'après-midi, au WhatsApp. Mais par contre, après, voilà, je m'oblige à ne pas les regarder et tant pis, globalement, ça attendra demain. Et si je donne ma réponse de modification de garde le lendemain, voilà, si tout le monde fait pareil, finalement, on va tous s'y habituer. Euh, donc, ouais, je pense qu'il faut organiser son temps et vraiment s'impartir des temps pour la lecture de ce genre de choses, se protéger et protéger sa famille également. Il y a des outils, hein, alors là c'est mon côté geek qui parle. Moi je suis en train de mettre en place là,